Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC L'océan au cœur de l'humanité. Alors cet événement est le huitième déjà de la programmation 2025. D'autres vous seront encore proposés d'ici décembre et je vous invite à retrouver à la fois les dates de ces prochains rendez-vous et les enregistrements des précédents événements dans la partie du MOOC qui est intitulée Direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Castel, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui va nous faire une présentation sur le thème de l'évolution du trait de côte en examinant peut-être tout particulièrement ce qu'il se passe sur les côtes de France métropolitaine. Alors, beaucoup d'entre vous sont certainement familiarisés avec ces directs, mais je vais tout de même en rappeler le principe. Tout d'abord, une présentation 30-35 minutes par notre intervenant, puis un temps d'échange sur la base de questions que nous vous invitons à poser à l'intervenant en utilisant le fil de discussion. Les questions ne sont pas posées directement. Et ma collègue Delphine et moi, nous relierons ces questions à notre intervenant. Entrons à présent dans le vif du sujet. Bruno Castel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Je vais rapidement vous présenter. C'est le protocole. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, océanographe, physicien de formation. Et alors, dans vos thématiques de recherche, on trouve bien sûr les zones littorales, les risques côtiers, l'impact des événements extrêmes, l'évolution du trait de côte et les impacts du changement climatique. Alors, je voulais mentionner peut-être deux expertises auxquelles vous aviez participé. La première, c'est la coordination du chapitre physique du littoral du rapport à Climatera. Pourquoi à Climatera? C'est un groupe de recherche sur le changement climatique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est simplement pour dire que ces groupes existent à l'échelle de nombreuses régions et qu'elles proposent une expertise scientifique sur différents sujets. Là, en l'occurrence, il y avait un sujet sur le littoral. La deuxième expertise, c'est la co-coordination d'un rapport de synthèse changement climatique et risques littoraux, qui lui a été remis en 2019 au président de la République à l'occasion du G7. Alors pour être tout à fait complet, Bruno, je précise que vous intervenez dans le MOOC Océan. Vous avez réalisé une vidéo sur le thème conséquences du changement climatique sur le niveau marin et sur le trait de côte. Peut-être qu'on va retrouver d'ailleurs aujourd'hui quelques éléments de cette vidéo de MOOC. Et avant de vous laisser parole, j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à bien vouloir vérifier que leur micro pardon, est bien coupé. Je vois que c'est le cas. Donc Bruno, je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci d'avance pour votre présentation. Merci Vincent pour votre introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais vous parler de l'évolution du trait de côte. Alors évolution passée et future en réponse au changement global et tout particulièrement en réponse à l'élévation du niveau marin, parce qu'on entend souvent, notamment dans la presse, hein, attribuer les problématiques d'érosion au changement climatique. En réalité, l'évolution du trait de côte, c'est beaucoup plus complexe et contrôlé par de nombreux facteurs naturels ou anthropiques. Et donc l'idée un peu de cette présentation, c'est d'apporter une vision un peu critique de ces relations entre changement climatique et évolution du trait de côte. Vous montrer un peu les évolutions passées et comment le changement climatique va accentuer ces problèmes. Et puis on parlera également de quelques pistes d'adaptation. Donc du coup, voilà, programme assez chargé, sujet très complexe. Donc du coup, je m'excuse d'avance. Je vais devoir voilà, survoler, voire même occulter certains concepts importants. Donc actuellement, si mon slide est bien passé, c'est bon. Faut savoir qu'on a plus de la moitié de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes, et on prévoit que cette proportion va augmenter dans les prochaines décennies. Donc on a un nombre important et grandissant d'enjeux socio-économiques sur ces zones littorales, et ces zones littorales sont soumises à des aléas. Alors des aléas qui peuvent être biologiques, qui peuvent être physiques, comme la submersion marine, ou comme l'érosion marine, qui nous intéresse ici et qu'on définit par le recul du trait de côte. Alors cette érosion elle peut avoir lieu, comme on le voit ici, pendant un événement extrême, hein, un mouvement relativement rapide, mais ça peut être également un phénomène relativement lent et inscrit dans le temps. Et puis on a ce concept, ce contexte de changement climatique qui est lié à nos émissions de gaz à effet de serre, hein. Changement climatique qui a de nombreux impacts directs et indirects, et parmi les principaux impacts directs, on a l'évolution, l'élévation du niveau marin. Élévation qui est due à trois principales composantes. La première, c'est l'expansion thermique, la dilatation des océans. La deuxième, c'est la fonte des glaciers de montagne. Et puis, on a la fonte des calottes de glace.
Et cette troisième chose prend de plus en plus d'importance et constitue une grande partie des incertitudes quant à l'élévation du niveau marin futur. Alors maintenant, si on regarde moyenner à l'échelle globale la série temporelle du niveau marin depuis quelques siècles, eh bien on voit, voilà, pendant le XVIIIe siècle, on avait un niveau qui était relativement stable, hein, et puis on rentre dans l'ère industrielle, on a une élévation qui s'accélère, et actuellement au niveau global, hein, si en moyenne, il y a des variabilités régionales, mais en moyenne, on est à peu près à 3,3 mm par an. Alors maintenant, si on zoome sur ces évolutions récentes et sur les projections, déjà, on voit que l'élévation du niveau marin dans le futur, elle est certaine. Alors pourquoi? Alors c'est surtout dû au fait que les gaz à effet de serre, ils ont une durée de vie dans l'atmosphère qui est importante, hein, une dizaine d'années, voire une centaine d'années, ce qui fait que même si demain on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, on aurait de toute façon une part de réchauffement qui serait absolument inévitable. Alors, on voit aussi sur ce graphique, hein, que l'élévation du niveau marin, elle est incertaine par contre. On sait que ça va monter, mais on ne sait pas de combien. Par exemple, si on se place à l'horizon 2100, on voit que ça va dépendre principalement de deux choses. Le premier, c'est nos émissions de gaz à effet de serre. On voit par exemple que entre un scénario optimiste d'émissions, donc le SSP 1, 1.9, et un scénario pessimiste, donc le SSP 5, 8.5, on a une élévation du niveau marin qui peut varier du simple au double à l'horizon 2100. Une deuxième chose, ce sont les erreurs, les incertitudes liées au modèle qui sont voilà, symbolisées par ces couleurs plus claires et qui sont notamment liées au fait qu'on ne sait pas ce qui va vraiment se passer au niveau de la calotte de glace et en particulier en Antarctique. Dans le cadre d'un effondrement, par exemple, de cette calotte de glace, donc un scénario euh, peu probable mais à très fort impact, qu'on voit ici en pointillé, on pourrait avoir une élévation à hauteur de 2 mètres à l'horizon 2100, ce qui est absolument énormissime. Alors, on parle souvent d'élévation du niveau marin. Ici, c'est l'élévation du niveau marin absolu. Mais on doit aussi penser à l'élévation du niveau marin relatif au sol, parce que ce sol peut également baisser. C'est ce qu'on appelle la subsidence qui peut avoir différentes origines, tectoniques, isostatiques. Mais la subsidence qui est la plus problématique, Ah généralement, non, c'est mais la dis-moi, je sais subsidence pas, je sais pas qui du est tout ce que c'est. d'origine anthropique et qui est liée finalement au pompage de fluide dans le sol. Alors, le fluide, ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole, et plus souvent, c'est de l'eau. Ce qui fait que on a le sol qui va s'abaisser. Par exemple, à l'échelle des côtes européennes, on estime qu'il y a à peu près la moitié des côtes basses qui connaissent une subsidence de plus d'un millimètre par an. Donc, quand on met ça devant l'élévation niveau marin de 3,3 mm par an, on voit que c'est quand même significatif. Et ça peut devenir beaucoup plus problématique dans des zones qui ont été construites, notamment sur des grands deltas, sur des plaines alluviales ou des marécages littoraux. Donc, généralement, des zones sur des sols meubles chargés en eau. Et là, c'est le cas notamment de grandes capitales, hein. On peut penser à Shanghai, Bangkok ou encore Tokyo, où là, on peut avoir des subsidences de plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres par an. Là, je vous montre, c'est le cas de la capitale de l'Indonésie, de Jakarta. Donc, c'est une mégapole de 30 millions d'habitants qui a été construite sur un grand delta marécageux. Et là, il y a certaines zones en fait, qui se sont abaissées de plus de 4 mètres depuis les années 70. Donc, on est vraiment sur des niveaux de subsidence qui sont spectaculaires. Donc, quand on parle de changement climatique, on pense élévation de niveau marin. On pense un peu moins souvent changement des régimes de tempête et des vagues de tempête. Ou quand on parle généralement que va y avoir beaucoup plus de tempêtes et elles vont être beaucoup plus intenses. C'est un peu plus complexe que ça. Donc, je vous montre ici cette figure qui est un peu chargée, donc je vais m'y attarder un petit peu. Vous avez ici un code couleur qui vous montre euh, les tendances futures de hauteur des vagues dans le cadre du changement climatique. Sachant qu'il y a deux types de tendances. Il y a une tendance des hauteurs moyennes, donc c'est par exemple le delta M ici, qui peut augmenter beaucoup, et vous avez les hauteurs des extrêmes, c'est le delta 20, qui peut par exemple diminuer beaucoup. Et puis, dans ce code couleur, vous avez des points. Les points, c'est les zones où les tendances sont statistiquement significatives. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a des zones où, à la fois en moyenne et au niveau des extrêmes, ça va augmenter, hein. C'est au niveau de 50, 60 degrés sud, hein, on voit ça, c'est très, très, très marqué. On a des zones, notamment pas loin des tropiques, où on va avoir une diminution des hauteurs de vagues en moyenne, mais par contre une augmentation des extrêmes.
On a des zones où il y a une diminution des extrêmes et une diminution des moyennes. Et puis quand on se place un peu chez nous, bah, déjà ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance statistiquement significative et qu'on irait plutôt, mais c'est vraiment pas marqué, vers des hivers en moyenne peut-être avec des vagues un petit peu moins grosses en moyenne, mais avec des extrêmes plus gros. Donc en gros, si je caricature, on irait plutôt vers des hivers type 2010 ou 2009, c'est-à-dire des hivers relativement calmes, peu de vagues de tempête, mais au milieu, un événement extrême. Donc c'était le cas par exemple de Klaus en 2009 ou de Xynthia en 2010. Bon, alors du coup, plus de Klaus, plus d'Oxynthia, élévation de niveau marin. Ma présentation pourrait presque se terminer là. Ça explique l'érosion. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, il y a plein d'autres facteurs hein, qui rentrent en jeu. L'érosion du trait de côte résulte d'une combinaison de facteurs naturels et anthropiques dont les contributions respectives sont très différentes d'un territoire à l'autre, et donc ne résulte pas, en tout cas pas encore, principalement et dans la majorité des cas, du changement climatique. Donc, du coup, le reste de ma présentation va s'articuler autour de ces trois points. Dans un premier temps, je vais vous montrer quelques exemples concrets de cas d'érosion et de causes d'érosion différentes. Vous verrez qu'il y aura aussi un cas où c'est le changement climatique qui est la principale raison. On parlera d'évolution dans le futur et puis je parlerai également de quelques stratégies d'adaptation, des pistes de réflexion. Alors, quelques exemples concrets. Alors, avant de passer sur ces exemples concrets, il faut bien avoir en tête qu'on a une très grande diversité d'environnements littoraux. Et pour chaque environnement littoraux, on va avoir des processus moteurs qui vont être différents, des évolutions qui vont être différentes et des problématiques qui vont être différentes. Par exemple, on peut avoir des embouchures estuariennes lagunaires. Alors, dans ce type d'embouchure estuarienne, on a plutôt du sédiment fin, des dynamiques qui sont plutôt affectées par la pluviométrie dans les bassins versants. Euh, et en fait, globalement, à l'échelle globale, en moyenne, on a plutôt une tendance de comblement de ces estuaires. Donc, pas trop de problèmes d'érosion, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Si je vous avais fait une présentation sur la problématique de submersion marine, j'aurais beaucoup parlé de ce type d'objet littoral parce que c'est généralement des zones très basses et qui sont donc très vulnérables à l'aléa de submersion marine. Donc on peut avoir d'autres types d'embouchures, on va avoir des côtes à falaises. Alors les falaises, ce sont des formes géologiques d'érosion et l'érosion est aussi contrôlée par pas mal de facteurs continentaux. Et puis finalement, au premier ordre, ce qui explique la vitesse d'érosion de ces côtes à falaises, souvent c'est la géologie. C'est-à-dire que des falaises de granit vont s'éroder beaucoup plus lentement que des falaises de craie, peut-être à 1 mètre par an en Normandie, et plus lentement encore que des falaises de roches meubles, avec des reculs parfois de 10 mètres par an, comme on a localement sur la côte est anglaise. Puis on a d'autres types de littoraux, alors à mangrove ou certains atolls, où on va avoir des facteurs biotiques qui vont être très importants. Et puis finalement, on a aussi les littoraux sableux. Alors je vais surtout vous parler de ça pour deux raisons. Parce que déjà, ce sont des littoraux qui couvrent un tiers du littoral, du linéaire côtier mondial, et ce sont des zones souvent habitées et qui sont très vulnérables à l'aléa d'érosion. Puis c'est aussi un type d'objet littoral sur lequel je travaille, donc où je suis un peu mieux placé pour vous parler de ces problèmes. Euh, alors j'aurais pu vous parler de la France métropolitaine ou d'autres zones dans le monde. Je vais faire plutôt un focus sur le sud-ouest de la France, parce que comme on le voit sur cette carte géologique qui est un petit peu chargée, en gros, de par cet héritage géologique, on a une très grande diversité de littoraux, on a des barrières sédimentaires avec des plages et des dunes sur près de 250 km de linéaire côtier. On a des côtes à falaises, on a l'estuaire de la Gironde, des Pertuis, voilà, le bassin d'Arcachon, on a des côtes à falaises également, on a des côtes qui sont relativement naturelles, des côtes très anthropisées. Donc on a une grande diversité d'environnements littoraux. Et puis on a beaucoup de données sur ces systèmes et donc une très bonne connaissance de ce qui se passe. Alors là, dans un premier temps, je vais vous parler plutôt finalement d'érosion lente, inscrite dans le temps. Donc typiquement, ce qui se passe sur des échelles de temps de 50 ans, 100 ans. Pour appréhender ces évolutions sur ces échelles de temps, typiquement, il nous faut de la profondeur historique. Et la profondeur historique, on peut l'avoir grâce notamment à des campagnes de photographie aérienne qu'on peut collecter et orthorectifier avec des points de contrôle. On obtient ce genre de carte et on peut à ce moment-là détecter la position du trait de côte le long des littoraux sableux, par exemple ici, hein, où le trait de côte est défini par exemple par le pied de falaise ici dans les zones où on est en érosion, ou par la limite entre le sable nu de la plage et la végétation de la dune dans les zones où la dune avance.
Une fois qu'on a toutes ces données sur toute notre zone, bah, on les rassemble et on obtient ce genre de figure qui est assez compliqué également, donc je m'y attarde aussi un petit peu. Vous avez l'évolution du trait de côte sur tout le littoral sableux de Nouvelle-Aquitaine depuis à peu près 1950, en partant à gauche du sud, ici c'est l'embouchure de l'Adour, jusqu'au nord, ici à peu près le milieu de l'île d'Oléron. Donc en gros, ici on est au niveau de l'Adour, on parcourt tout le littoral landais, on arrive ici à l'embouchure du bassin d'Arcachon, et là on arrive sur tout le littoral girondin. On arrive à l'estuaire de la Gironde et là, on arrive sur la côte sauvage en Charente-Maritime et ici, le sud de l'île d'Oléron. Ensuite, l'île d'Oléron devient plus rocheuse. Donc la position actuelle, entre guillemets, du trait de côte, on va dire, c'est la ligne horizontale. Et plus on remonte dans le temps, vous le voyez ici, plus on va vers le bleu. Et si votre trait de côte bleu, il est en haut, ça veut dire que bah, depuis 1950, votre trait de côte, il s'est érodé. S'il est plus bas, et ben, ça veut dire que votre trait de côte a avancé. Alors, on voit beaucoup de choses. Bah, on voit déjà une très forte variabilité, alors que bah, tout ce système, hein, il est exposé à la même élévation de niveau marin, aux mêmes tempêtes. Ce qu'on voit déjà, c'est que les plus grosses évolutions, elles sont systématiquement observées au niveau des zones, plusieurs kilomètres, voire une dizaine de kilomètres, adjacentes aux embouchures du bassin d'Arcachon, de l'estuaire de la Gironde ou du Pertuis de Montluçon. On voit aussi que bah, le littoral landais est relativement stable, ce qui n'est pas le cas du littoral girondin, où on a cette zone d'une vingtaine de kilomètres relativement stable, et puis cette zone qui recule à 1 mètre par an, 1 à 2 mètres par an environ. Et puis on a une autre zone un peu bizarre ici au sud de Cap-Breton. Donc on va voir successivement hein, pourquoi on a ces évolutions très marquées au niveau des embouchures, pourquoi on a cette variabilité le long de la côte girondine, et pourquoi on observe ça au sud de Cap-Breton. Et on va voir qu'on a des raisons qui sont complètement différentes. Donc au niveau des zones adjacentes aux embouchures, ici vous avez une animation satellite de l'embouchure du bassin d'Arcachon, où vous voyez des évolutions morphologiques qui sont vraiment spectaculaires avec ces passes qui migrent vers le sud. Et associées à la migration de ces passes vers le sud, vous voyez ces bancs de sable qui migrent et qui parfois, on le voit ici, s'accolent au niveau du littoral. Et vous voyez que bah, le trait de côte avance très rapidement. Et ensuite, ce gros accolement sableux se met à diffuser, vous avez une érosion lente. Vous avez aussi le même genre de phénomène ici au niveau de la flèche du Cap Ferret. En fait, quand on regarde avec des images satellites et on regarde l'évolution dans le temps de la position de ce trait de côte, bah, on voit qu'on a des évolutions qui sont de plusieurs centaines de mètres, hein. Par exemple, en 85, entre 85 et le début des années 90, en moins de 10 ans, hein, on a un trait de côte qui a avancé de 500 mètres. Donc, c'est des évolutions très, très rapides. C'est au niveau de l'accolement de ce banc de sable. Et ensuite, ce banc de sable s'est diffusé et s'est érodé. On a un autre accolement ici et à nouveau une diffusion. Donc, en fait, ces évolutions ici, elles sont très rapides en érosion ou en accrétion, mais elles sont essentiellement naturelles et elles sont liées à la dynamique des passes dans une embouchure. Et ça explique bah, des problèmes d'érosion qu'on a pu voir ailleurs. Alors ici, vous avez une photo qui montre le bâtiment du Signal. Je pense que vous en avez tous entendu parler. On est à la sortie de l'hiver 2013-2014 et c'est un bâtiment qui a été évacué parce qu'on le voit, bah, il menaçait de s'effondrer. Et vous aurez peut-être vu dans la presse, alors régionale et nationale, hein, que bah, c'était le symbole du changement climatique, que les habitants étaient les premiers réfugiés du changement climatique. Parce qu'en effet, quand on regarde finalement 50 ans avant, au moment de construire ce bâtiment, bah, le trait de côte, il était 300 mètres plus loin. Alors en fait, et ce trait de côte, du coup, il a reculé de 250 mètres en 50 ans. Coup de bol, hein, ils étaient prévus à peu près 10 bâtiments comme ça, puis le promoteur a fait faillite. Et ça aurait pu être une catastrophe. Et en fait, c'est pas du tout le changement climatique, c'est un accolement de bancs de sable, hein. On voit ici, en fait, en réalité, il y a 100 ans, sur cette zone de Soulac, hein, la situation d'érosion était bien pire qu'elle ne l'est actuellement. On n'avait pas de plage, on avait un niveau du sable très très bas. Et puis on voit ici, au niveau des années 30, le sable commence à arriver, et on voit dans les années 50 la plage qui s'est complètement rehaussée et qui s'est complètement engraissée. Le bâtiment que vous voyez ici, hein, c'est cette situation-là. Et vous avez ici le bâtiment du Signal. Et donc, en fait, l'érosion qu'on a connue depuis la construction de ce bâtiment, elle n'est pas liée au changement climatique, elle est liée à la diffusion naturelle de ce banc de sable. Euh, Maintenant, si on regarde sur le littoral girondin, donc on s'écarte des zones d'embouchure, on a vu qu'on avait des zones stables et des zones qui s'érodaient. Il y a une autre explication.
Donc, petit cours d'océanographie physique en accéléré. Vous avez ici un littoral avec un trait de côte, c'est une vue de dessus. Et vous allez avoir des vagues qui vont arriver avec une certaine obliquité. Les vagues, quand elles déferlent, en fait, le déferlement a pour effet de pousser les masses d'eau. Et ces masses d'eau, elles n'ont pas d'autre choix que de s'évacuer parallèlement à la plage. C'est ce qu'on appelle le courant de dérive. Et ce courant de dérive, il transporte du sable. Et ce transport de sable, on appelle ça la dérive littorale. On prend exactement la même orientation de la côte, mais des vagues plus grosses ou plus obliques. On a un transport de sable, on a une dérive littorale qui est plus importante. Donc maintenant, si on regarde la configuration du littoral girondin, ici, hein, entre le Cap Ferré et puis la pointe du Verdon au nord, ben, on voit que le plateau continental ici est moins profond et plus large que là. Donc les vagues qui ont été générées dans l'Atlantique Nord et qui arrivent dans le golfe de Gascogne, elles vont plus frotter sur cette partie-là qu'ici. Et donc du coup, euh, eh ben, elles vont arriver en étant un petit peu plus petites et un peu plus frontales que plus au sud. Ce qui fait que vous avez une dérive sédimentaire plus importante hein, qui s'accélère le long de ce secteur. Et simplement, hein, vous voyez bien que si vous considérez une boîte ici, hein, vous mettez là sur la zone de Lacanau, ben, vous voyez que vous avez plus de sédiments qui partent de votre système que de sédiments qui rentrent. Et vous avez un déficit sédimentaire. Et ça explique en gros cette accélération, cette érosion sur ce secteur, hein, où on a une érosion de 1-2 mètres par an. Une érosion qui se stabilise là, à l'approche de la flèche du Cap Ferré, parce que là, on a une dérive littorale qui devient constante. Là encore, un phénomène naturel qui est plutôt hérité de la géologie hein, et de la morphologie, de la configuration du plateau continental. Alors, vous avez également des impacts anthropiques. Donc maintenant, on est plus au sud de la région, là, sur les plages de Cap-Breton, ici. Et vous avez ici l'embouchure du Boucaro. En fait, dans les années 50, 60, 70, la digue de Notre-Dame a été étendue et a capté de plus en plus le sable qui venait du nord. Et ce sable n'a plus atteint, en partie plus atteint, ces plages du sud, ce qui a conduit à un déficit sédimentaire et une érosion d'une centaine de mètres sur ce secteur de Cap-Breton. On voit que dans les récentes années, cette érosion a été largement diminuée, voire stoppée. C'est lié au fait que maintenant, il y a eu la mise en place d'un système de bypass sédimentaire hein, où le sable est pompé ici sur les plages d'Osgore et relâché ici sur les plages de Cap-Breton. Donc là, on est sur un cas d'érosion d'origine quasiment entièrement anthropique. Donc en gros, hein, je pourrais vous citer plein d'exemples comme ça ailleurs en France ou dans le monde. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde l'érosion du trait de côte et qu'on essaie de le diagnostiquer à l'échelle d'un territoire donné, bah, généralement, il est lié à une différence subtile qu'il peut y avoir quand on additionne toutes ces flèches, tous ces bilans sédimentaires, hein. Le sable qui vient des rivières, qui transite par la dérive littorale, les échanges entre la plage et la dune. On peut avoir du sable qui vient du plateau continental, qui part à travers les canyons sous-marins. On peut avoir le changement climatique, l'élévation du niveau marin qui peut arracher plus de sable. Plein de choses, sachant qu'en plus on a l'homme qui a construit des barrages, aménagé les berges, ce qui fait que parfois on a moins de sédiments qui est charrié par les fleuves vers le littoral, et puis on a des aménagements qui ont perturbé les cellules sédimentaires. Et globalement, c'est souvent très compliqué de différencier tout ça. Il y a des cas très simples. Sur certaines plages dans le nord du Maroc, par exemple, qui sont des systèmes fermés, l'érosion qu'on voit est surtout liée au fait que, il y a eu des barrages en amont et il y a beaucoup moins de sédiments qui viennent nourrir ces plages. Si on avait été en Afrique de l'Ouest, à l'est des ports de Cotonou ou de Lomé, en fait, l'érosion, elle est liée essentiellement aux ports qui captent une grande partie du transit sédimentaire. On a des zones au Brésil qui avancent très fortement. Bah là, c'est simplement parce qu'il y a énormément de sédiments qui arrivent du plateau continental. Donc, il y a des cas où c'est très simple, où on peut diagnostiquer ce qui se passe, et puis il y a des cas, et c'est malheureusement l'immense majorité des cas, où c'est extrêmement difficile de déterminer les contributions respectives de ces différentes flèches. Alors, est-ce que globalement, on voit quand même une accélération de l'érosion sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le cadre du changement climatique? Eh bien, à partir de ces données, donc c'est les données en rouge, c'est la position moyenne du trait de côte depuis 70 ans à peu près sur le littoral girondin, ben, on voit que en fait, on a une pente relativement constante. On a une érosion qui est, suivant voilà, les décennies qu'on considère, autour de 1,5 ou un peu moins d'un mètre par an. Donc, il n'y a pas forcément de, de- 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 de signature, en tout cas dans la donnée, d'une accélération de l'érosion liée au changement climatique sur cette zone. Alors,
C'est peut-être aussi une imitation de la donnée. Je m'explique. C'est que jusqu'à présent, je vous ai parlé d'évolution, d'érosion lente inscrite dans le temps. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous l'avez vu, hein, on a des hivers plus ou moins chauds, plus ou moins tempétueux. Et ça, en fait, c'est lié à des modes de variabilité naturelle du climat. C'est de la variabilité interne climatique qui a toujours existé. Par exemple, les cycles El Niño, La Niña, ce sont ce type de cycle. Alors chez nous, on est plus affecté par ce qu'on appelle l'oscillation Atlantique Nord, la NAO, qui est une oscillation finalement de ce dipôle entre la dépression islandaise et l'anticyclone des Açores, ce qui fait que dans les phases positives de la NAO, on va avoir beaucoup plus de tempêtes, généralement plus d'érosion en Europe du Nord. Et par contre, dans les phases négatives, on a moins de tempêtes, le dipôle est moins marqué. Et par contre, on va avoir des tempêtes qui sont peut-être moins fréquentes, mais qui ne sont pas habituelles, plutôt dans la partie sud. Et là, généralement, on a plus d'érosion, par exemple au sud du Portugal ou au nord de la côte marocaine. Et ça, ben, ça fait que ben, on va avoir potentiellement des successions d'hivers plus ou moins tempétueux. Et ça se répercute sur l'évolution du trait de côte. Ici, je vous montre, par exemple, c'est une série temporelle mesurée du volume du système plage dune sur un site ici qu'on suit au niveau de la Gironde. Donc, ce sont vraiment des mesures. On voit très bien cette variabilité saisonnière, hein, donc avec érosion pendant l'hiver et puis reconstruction pendant le printemps, l'été, le début de l'automne, puis érosion pendant l'hiver. Et puis, on voit surtout bah, cette variabilité interannuelle dont l'amplitude peut même dépasser la variabilité saisonnière et qui est essentiellement contrôlée par ces modes de variabilité interne du climat. Et en fait, du coup, alors, si on avait une série temporelle plus longue, peut-être que finalement, le recul lié à l'élévation du niveau marin, bah, ce serait peut-être ça. Mais finalement, on ne peut pas l'observer vraiment à partir des données parce que c'est noyé dans cette variabilité naturelle. Sur les photos aériennes, on peut très bien tomber sur une photo aérienne ici et puis une autre là, et puis on verrait de l'accrétion. Alors que si on prend une photo aérienne ici et puis que l'autre est prise là, bon, on verrait plutôt de l'érosion. Donc, il faut bien considérer que c'est encore difficile, vu la longueur des séries temporelles, vu cette variabilité naturelle du trait de côte et vu la limitation de la fréquence des données dans le temps, c'est très difficile de pouvoir encore distinguer l'impact de l'élévation du niveau marin, en tout cas sur ce type d'environnement. Ce n'est pas le cas partout. Il y a des zones où on voit très très fortement déjà l'impact du changement climatique. Donc là, on bouge un petit peu, on va au niveau du Canada. Ici, vous avez une carte qui vous montre en couleur la date où vous avez la mer de glace qui se forme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à cause du changement climatique, du réchauffement, eh ben, cette mer de glace, elle apparaît de plus en plus tard et elle disparaît de plus en plus tôt pendant l'hiver. Ce qui fait que sur ces zones, hein, même si on avait moins de tempêtes, moins de vent, ben, vous avez un rôle de protection de cette glace de mer qui est dramatiquement diminué. Et ça explique en grande partie les érosions parfois de plusieurs mètres par an qu'on peut observer le long de ce type de littoral. Donc là, c'est vraiment un impact direct du changement climatique. Alors du coup, quelles évolutions pour le futur? C'est une partie qui va passer assez rapidement. Donc on l'a vu, on a cette variabilité climatique, mais on a également la chronologie des vagues qu'on est incapable de prédire plus tard. Ce qui fait que du coup, si en partant du postulat qu'on a des super modèles qui marchent très très bien, et ben, en réalité, il faudrait qu'on simule pour un scénario donné d'augmentation ou pas des hauteurs de vagues en moyenne, différentes chronologies de vagues, différents scénarios d'élévation de niveau marin pour avoir autant de simulations de l'évolution du trait de côte. Donc, c'est des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de simulations qui nous permettent ensuite d'arriver, alors ici j'ai mis 10 ans, mais ça peut être à l'horizon 2100, d'avoir une distribution de probabilité de la position du trait de côte. Et là, on peut dire, voilà le recul le plus probable. Et puis, on peut fournir ça pour des gestionnaires qui vont dire, bah, moi, je veux le trait de côte plutôt, pour être conservatif, avoir le trait de côte avec 10% de chance, quoi. Euh, alors, le problème, donc on peut obtenir après ce genre de graphique, hein, donc ça c'est toujours pour la zone du truc vert, on voit que c'était une zone qui était relativement stable, et quand on utilise ce type d'approche jusqu'à l'horizon 2100, on voit qu'on continue à avoir une zone relativement stable, et c'est seulement dans la seconde partie du XXIe siècle qu'on voit apparaître cette érosion généralisée qui est liée à l'élévation du niveau marin. Et ça, c'est un résultat commun à beaucoup de modèles, c'est-à-dire que finalement, c'est que dans la seconde partie du XXIe siècle qu'on va commencer à voir émerger de cette variabilité naturelle les signes du changement climatique.
Et évidemment, cette arrivée va arriver de plus en plus tôt si on émet de plus en plus si on émet plus de gaz à effet de serre. Alors ça, le problème, c'est que les modèles, ils marchent pas partout, donc c'est très compliqué. Donc l'approche qui est faite généralement sur un site donné, c'est qu'on a plein de données sur les 50 dernières années, on calcule une tendance avec une régression linéaire, on projette cette tendance jusqu'à l'horizon, par exemple 2100. On ajoute au doigt levé une loi qui permet d'estimer le recul lié à l'élévation du niveau marin, et puis on utilise une estimation de ce que pourrait être le recul max pendant un événement extrême. Et ça nous donne la position à l'horizon 2100. C'est une approche très simple qui est utilisée quasiment partout, mais c'est en fait la seule méthode qui marche à peu près bien pour faire ces projections. Alors ça marche tellement bien qu'on peut faire ça même à l'échelle globale, puisque maintenant, grâce à l'imagerie satellitaire, on peut reconstruire la position du trait de côte un peu partout dans le monde depuis 1984, sachant que ces données arrivent avec énormément d'incertitudes. Donc là, vous avez des projections qui ont été réalisées. Je ne rentre pas dans les détails de ce travail parce qu'il s'appuie sur des simplifications qui rendent les résultats pas très tangibles. Mais en gros, on arrive vers des débuts d'estimation d'évolution du trait de côte et des contributions respectives euh, de l'élévation du niveau marin. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement climatique va aggraver euh, les problèmes d'érosion dans les années futures. Et donc, il va falloir s'adapter. L'adaptation va être inévitable. Euh, alors, il y a plusieurs stratégies qui existent. On peut les, avoir une classification relativement simple. La première approche, c'est de ne rien faire. Donc, bah, c'est tant pis, on se fait submerger ou voilà, on est victime de l'érosion, sachant que le coût de l'inaction, généralement, est plus important que le coût de l'action. Donc, vous pouvez aussi avoir la lutte active en dur, avec des ouvrages de défense, typiquement des digues, des épis, des enrochements, etc. Vous pouvez utiliser des mesures souples. Alors, parmi les mesures souples, ce dont on entend beaucoup parler, c'est les rechargements de plage. Donc, vous allez récupérer du sable au niveau de zones adjacentes. Donc, ça peut être un estuaire, ça peut être une embouchure, ça peut être sur le plateau continental, et vous allez mettre ce sable sur le littoral. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est quelque chose qui est fait en routine. Il faut voir qu'aux Pays-Bas, ils ont trois avantages. Le premier, c'est qu'ils ont plein de sable sur le plateau, juste en face de leur plage. Ils ont des accès à la mer juste à côté. Et puis, ils ont un climat de vagues, donc c'est des vagues générées dans la mer du Nord, qui sont très peu énergétiques et qui diffusent très lentement ces rechargements de plage. Donc, ce sont des approches qui sont beaucoup moins efficaces et beaucoup plus coûteuses si on veut les disposer dans d'autres littoraux où on a des accès à la mer plus compliqués, des vagues plus grosses, etc. Mais en tout cas, c'est une mesure quand même qui est possible. Vous avez enfin les solutions fondées sur la nature, donc qui s'appuient sur une restauration des écosystèmes pour réduire les risques. J'y reviendrai jusqu'après. Et puis vous avez aussi alors le repli stratégique ou la recomposition territoriale. Euh, J'en parlerai également un tout petit peu par la suite. Donc le message, c'est que en gros, il n'y a pas de solution qui marche partout et que en gros, pour trouver la bonne solution, il faut croiser en gros l'aléa physique, donc de combien ça recule et pourquoi ça recule. C'est mieux connaître les facteurs qui sont responsables de ces évolutions dans un contexte d'incertitude, parce que on l'a vu, on sait à peu près comment ça va reculer, mais il y a des incertitudes importantes. Et croiser ça avec les enjeux socio-économiques et à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la même stratégie d'adaptation entre, je ne sais pas, une ville comme La Rochelle, et puis si vous avez juste une forêt domaniale derrière le trait de côte. Alors, vous avez également le problème des financements. Ça ne vous aura pas échappé que voilà, les capacités de financement de la puissance publique ne sont pas au mieux. Et en tout cas, de toute façon, il n'y a pas assez d'argent pour renforcer les ouvrages partout ou en construire partout. C'est absolument impossible. Donc, il y a pas mal de verrous. Donc, il y a des verrous financiers, mais il y a aussi des verrous juridiques. Il y a, il y a des verrous également d'acceptation des citoyens de ces politiques d'adaptation. Et puis, quand même, partons sur une note un peu plus euh, meilleure, on va dire. Ce contexte, c'est aussi potentiellement une opportunité pour explorer des approches d'adaptation innovantes.
Donc, et ça, Vincent l'a dit tout à l'heure, hein, on voit que l'adaptation, si on doit la faire, elle doit s'appuyer sur une approche très, très interdisciplinaire. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de groupes, de groupements scientifiques qui ont été mis en œuvre. Alors, le premier, ça a été en Nouvelle-Aquitaine avec Acclimatera. C'était des groupements interdisciplinaires, scientifiques, qui étaient là pour apporter les connaissances scientifiques aux décideurs pour qu'ils agissent au mieux. Donc, pour le littoral, mais voilà, il y avait également pour l'agriculture, la forêt, que sais-je, l'énergie, etc. Et puis c'est un réseau c'est une approche qui a fait des petits, hein, avec, comme l'a dit Vincent, plein de groupes maintenant dans la plupart des régions en France et en France métropolitaine, sachant en Nouvelle-Aquitaine, on est également structuré sous la forme de réseaux de recherche maintenant, très interdisciplinaires, qui mélangent voilà, sciences du milieu et sciences humaines et sociales. Donc qu'est-ce que je peux dire de ces réflexions rapidement? Donc, en effet, les ouvrages en dur, hein, les digues, c'est efficace localement. Il faut savoir que généralement, ça impacte les secteurs adjacents, hein. Ça peut résoudre le problème localement, mais ça a le problème de déplacer euh, le problème sous cette forme-là ou d'une forme différente au littoral adjacent. On peut avoir également la disparition des plages, hein, si on estime, si on considère ici un système plage-dune avec de l'érosion et l'élévation du niveau marin. Euh, Si vous avez de l'espace d'accommodation derrière, ben vous avez votre système qui peut migrer. Par contre, si vous mettez des ouvrages, une digue ou une ville sur la dune, il ne peut plus bouger, le système ne peut plus reculer. Et du coup, en fait, il n'a pas d'autre choix que de s'abaisser. Et vous avez disparition des plages. Euh, Autre information importante à retenir, hein, l'adaptation, il faut l'avoir également sur plusieurs échelles de temps. C'est notamment le cas de la Cano, où il y a une stratégie en dur sur des échelles de temps à l'horizon de 2050, mais également la réflexion d'un repli stratégique, ou en tout cas voilà, de retirer les trois premières lignes euh, de maison et le parking à l'horizon 2050 et au-delà. Un autre moyen de bien lutter contre l'érosion et la submersion marine, bah, c'est les dunes, hein. En fait, nos données sur l'ensemble du secteur, on va dire, de la côte atlantique européenne montrent que les dunes, quand elles sont en bonne santé, elles s'élèvent en fait. Et elles s'élèvent à un taux qui est souvent plus important que celui d'élévation au niveau marin. Donc ça peut être des objets extrêmement importants pour la gestion à long terme des côtes et des côtes sableuses notamment. Alors, c'est pas aussi simple que ça, hein, puisque ces dunes, en fait, on pense souvent que ce sont des environnements très naturels, notamment si vous allez dans le sud-ouest, mais en fait, pas du tout, hein. En fait, les dunes que vous voyez en Gironde ou dans les Landes, elles sont très largement héritées de l'homme. Ça a été fixé sous Napoléon III au XXe siècle, au XIXe siècle, pardon. Et puis, dans les années 70-80, on a eu des reprofilages à l'appel mécanique, plantation d'Oya. Et en fait, les paysages qu'on connaît actuellement, ils sont largement hérités de ces travaux. Et le souci, c'est que quand on est dans des côtes qui s'érodent rapidement, on a la formation d'une falaise d'érosion, parce que ce sont des grosses dunes de 15-20 mètres de haut. Et du coup, ces falaises d'érosion agissent comme une barrière et le sable transporté par le vent ne peut plus passer de l'autre côté. Et votre dune rétrécit et disparaît. Et les terres à l'intérieur peuvent être soumises à la submersion. Donc, ce qu'on fait, et on travaille beaucoup là-dessus avec le BRHM et l'ONF qui gère ces dunes, c'est qu'on met en place des stratégies de remise en libre évolution, de remobilisation de ces dunes pour voilà, garder ce cordon écologique et maintenir cette fonction digue. Donc, il y a pas mal d'études qui sont menées avec les gestionnaires et les cordons dunaires devront être gérés efficacement dans les prochaines décennies. Ça fait partie des solutions fondées sur la nature. Un tout dernier exemple, et je finirai là-dessus, de solutions fondées sur la nature, mais qui est peut-être plutôt adaptée euh, à la submersion. Vous savez que l'homme s'est installé sur de nombreux estuaires et marécages en poldérisant, en construisant des digues. Donc on s'est installé, on a l'élévation du niveau marin, on a vu, on a la subsidence, et puis on a des surcotes pendant les tempêtes. Et avec ces digues, bah, les surcotes, elle est contrainte par ces digues, et vous avez des niveaux d'eau importants ici. Et donc, a priori, le choix, c'est de rehausser les digues. En fait, non, ce n'est pas forcément la bonne solution. On peut également couper les digues de première ligne, restaurer ces marais littoraux. Alors, vous avez toujours la subsidence ici, vous avez toujours des tempêtes, des surcotes et l'élévation du niveau marin, sauf que pendant les épisodes de surcote, c'est inondé ici, vous avez une surcote moins importante là, et vous n'avez pas forcément besoin de rehausser les digues. Et puis en plus, voilà, c'est un puits de carbone, c'est des nurseries pour les poissons, pour les oiseaux migrateurs,
Et également, à chaque épisode de submersion, vous avez votre marée qui s'élève. Et donc, ça s'adapte à l'élévation niveau marin. C'est une vision très académique. Évidemment, ici, ça implique des décisions compliquées parce que souvent, c'est plusieurs communes, communautés de communes, différents départements, voire différentes régions. Vous voyez qu'ici, il y a des perdants, il y a des gagnants. Donc, ce sont des décisions politiques extrêmement compliquées, évidemment, à mettre en œuvre. Et je finirai sur ces conclusions. Donc, l'érosion des côtes est contrôlée par de nombreux facteurs naturels anthropiques et dont les contributions respectives varient fortement spatialement. Et il y a pour l'instant, et sur une grande partie des littoraux, pas d'influence statistiquement significative du changement climatique sur les évolutions du trait de côte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, c'est que des fois, c'est la donnée qui limite la détection de cette influence. Les effets du changement climatique sur le trait de côte se feront clairement ressentir dans la seconde partie du XXIe siècle, et s'adapter sera, et est déjà par endroits, déjà inévitable. Et enfin, l'adaptation est un défi complexe à définir à l'échelle des territoires qui aura un coût et nécessitera l'adhésion citoyenne, nécessitera également une approche scientifique très interdisciplinaire et des décisions politiques courageuses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'excuse si j'étais peut-être un peu long. Merci Bruno, c'était parfait. Il est 17h41 minutes. Merci pour cette présentation et d'avoir introduit finalement beaucoup de complexité, mais je crois que c'était votre objectif au début. Vous avez parlé d'apporter une vision critique de la relation entre le changement climatique et l'évolution du trait de côte. D'ailleurs, on va rester, et c'est la première question que je vais vous relayer, Bruno, on va rester sur la dimension complexe. En fait, comment vous êtes un scientifique, un chercheur, comment vous faites pour établir les faits et leur attribuer des niveaux de certitude? La question, comment vous fabriquez en fait tout ça? Vous avez parlé un petit peu de modèles avec différents modèles. Quels sont les deux, trois éléments que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Alors, les deux éléments, les deux piliers de l'approche scientifique, là, c'est la donnée et c'est la modélisation, en effet. Donc, il y a un aller-retour quasiment systématique entre la donnée et la modélisation. La donnée permet de mieux comprendre ce qui se passe, elle permet de développer des modèles. On va développer des modèles et ces modèles vont permettre d'identifier des zones plus dynamiques, plus complexes, qui vont motiver des expérimentations pour ensuite améliorer ces modèles, etc., etc. Donc, on est dans un processus itératif quasi permanent entre la donnée d'observation et la modélisation, sachant que modélisation et observation, là, c'est deux gros trucs, hein, mais en réalité, dans la modélisation, vous avez plein de types de modélisation. Vous avez de la modélisation conceptuelle, vous avez de la modélisation basée sur une description fine des processus, vous pouvez avoir de la modélisation à complexité réduite. Et puis au niveau de l'observation, vous allez avoir des données in situ, mais vous pouvez également avoir des données issues de lidar aéroporté, de drones, de photographie aérienne, beaucoup de satellites de plus en plus. Ces données sont partagées et au niveau mondial, comment ça se passe? Oui, alors maintenant, heureusement, on est de plus en plus passé vers une science ouverte et un partage complet des données, hein, sans condition de rétention. Donc, quand on parle de base de données, les modèles dont je vous ai parlé, ils sont open source. Les modèles de trait de côte, là, dont je vous ai montré quelques simulations. Les données de forçage de vagues, c'est des données qu'on peut récupérer, par exemple, sur des plateformes Copernicus à l'échelle européenne. Les données satellites, par exemple, maintenant, les campagnes Landsat, donc américaines et Sentinel, sont publiques. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à cette imagerie optique. Et puis, les données qu'on produit, donc j'ai parlé de lidar, j'ai parlé de données in situ, de mesures topographiques. Généralement, via nos observatoires locaux ou régionaux, on met à disposition ces bases de données sans condition de rétention. J'aurais fait cette présentation il y a 10 ans, j'aurais pas eu le même discours, mais heureusement, aujourd'hui, j'ai ce discours. On va rester encore quelques minutes sur la première partie, la grande partie de votre présentation. Alors, tout au début, il y a une question qui a été posée, mais vous y avez répondu, c'était quelle est la responsabilité humaine dans cette évolution? Et vous avez montré qu'en fait, c'était toujours très difficile et que par contre, cette responsabilité humaine à travers le changement climatique, elle serait de plus en plus marquée à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu votre propos. C'est ça? Est-ce qu'éventuellement, sur la base de l'exemple du bâtiment de Soulac, le bâtiment Signal, est-ce que vous pourriez un petit peu réexpliquer, je crois que notamment le point sur l'accumulation de sable dans la première partie du XXe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Accumulation et ensuite retrait de ce sable, ce qui explique le... ouais. Alors Voilà. malheureusement, je ne crois pas avoir récupéré des cartes
montrant le déplacement de ce banc de sable. Alors attendez. Euh, alors en fait, ce qui s'est passé, et ça on a pu le reconstruire notamment, alors peut-être pour revenir sur la première partie de la question, oui en effet sur les responsabilités. Alors il y a la responsabilité humaine à travers le changement climatique, avec voilà, des problèmes qui vont s'accentuer plutôt dans la deuxième partie du XXIe siècle. Donc ça, c'est la partie changement climatique. Et puis, il y a la responsabilité humaine qui, elle, est plus locale, où on va avoir, via la mise en place d'ouvrages, que ce soit le long des littoraux ou l'aménagement des berges, la construction de barrages, qui, là, plus localement, va exacerber l'érosion. Donc, il y a vraiment un impact humain global, c'est le changement climatique. Et puis, il y a des impacts locaux qui sont plus liés à notre présence sur ces zones littorales et sur les bassins versants. Donc, ce qui s'est passé sur la zone de Soulac, en fait, on a réussi à le reconstruire. Ça, c'était dans le cadre d'une thèse de Marine Vandeneuve qui avait été co-encadrée avec le BRGM. On a récupéré toutes les cartes historiques bathymétriques au port de Bordeaux, hein, sur cette zone-là, et on a identifié l'accolement d'un grand banc de sable à la fin du 19e siècle. Donc, il s'est accolé au sud de cette photo. Et en fait, ce banc de sable, donc c'était plusieurs millions de mètres cubes, hein, qui sont venus en l'échelle de quelques années. Et en fait, ils se sont accolés. Le trait de côte était situé là, comme ça, et ça se prolongeait. Et en fait, vous avez une énorme accumulation de sable qui arrivait comme ça. Et en fait, c'est un énorme banc de sable issu de l'embouchure externe de l'estuaire de la Gironde qui est venu s'accoler. Et donc, vous avez un trait de côte qui a avancé de 200-300 mètres. Et après, ben voilà, ce bourrelet qui, on va dire, naturel, mais qui n'est pas en équilibre avec le forçage des vagues, les vagues ensuite arrivent et diffusent progressivement ce bourrelet. Et c'est pour ça qu'on a une érosion très rapide sur les 70 dernières années. Et à l'heure actuelle encore, hein, quand on va notamment dans l'anse de la Salie, ça recule, sur la zone de la Salie, ça recule encore à 4-5 mètres par an. Donc en gros, même si on n'avait pas le satellite à la fin du 19e siècle, mais en gros, c'est à plus grande échelle et sur un temps plus long, un accolement de bancs de sable tel que, hop, celui-là. Donc c'est à peu près ce que je peux vous dire là-dessus, quoi. C'est très Et c'est clair. quelque chose qu'on a pu reconstituer grâce à des données bathymétriques, donc des cartes anciennes, et des photographies historiques, fin du 19e siècle, début du 20e. Alors, vous avez parlé essentiellement du littoral aquitain en expliquant qu'il avait une grande diversité de profils. Les questions, bien évidemment, sont tombées, on les attendait. Côté Méditerranée, notamment par rapport à la Camargue, qu'est-ce que vous auriez des tendances peut-être à nous proposer? Et également du côté de la Bretagne. Est-ce que, Ok, en fait, alors c'est sur assez ouais. différencié selon le littoral? Oui, alors la Méditerranée déjà, alors attendez, je ne me souviens plus si j'avais. Ah non, pas de chance. J'ai rien sur la Méditerranée, ni sur la Bretagne dans les slides de secours. Alors la Méditerranée, en effet, c'est très différent. Déjà, on n'a pas de marée. On n'a pas du tout les mêmes régimes de vagues. On a généralement des vagues relativement faibles. Et par contre, on a des événements extrêmes où on peut avoir des évolutions, des érosions rapides. Mais souvent, alors notamment sur le Languedoc-Roussillon, ça se reconstruit relativement rapidement. On a également des plages de poche plus dans l'est. Donc, c'est des petites plages encaissées qui, là, avec l'élévation du niveau marin, peuvent menacer de disparaître. Le cas de la Camargue est assez particulier parce qu'on est sur le delta du Rhône. Alors, c'est une zone deltaïque. Et les zones deltaïques, ce sont souvent les zones qui sont les plus dynamiques. Et ce qu'on connaît sur cette zone-là actuellement, c'est une érosion extrêmement importante euh, sur quasiment l'ensemble de ces zones-là. Et par contre, des accrétions très rapides au niveau des flèches à l'est et la flèche à l'ouest qui est la pointe de l'Espiguette. Donc, c'est les côtes deltaïques où, du fait qu'on a moins de sédiments qui est charrié par le Rhône à cet endroit-là, on a une érosion de la sortie. Et par contre, sur les côtés, on a le sable qui continue à s'accumuler. Donc là, la situation, elle n'est pas bonne. Et typiquement, cette zone il y a eu des protections, hein, avec des épis et des ouvrages de défense. Ces ouvrages sont actuellement en train de se faire très, très abîmer par les vagues. Et l'idée, c'est finalement de les laisser tels quels parce qu'ils ne servent plus à rien. Et de toute façon, l'érosion va continuer là. Souvent, ce qui est recommandé dans ces zones deltaïques mobiles,
D'autant plus s'il n'y a pas voilà, d'habitation juste derrière, c'est de laisser faire la nature, parce que la mer, via les submersions, va apporter du sédiment et finalement, on va avoir une reconstruction d'une barrière. Cette barrière va migrer dans les terres, mais au moins, elle va se maintenir. Et Et pour côté la Bretagne, breton, alors, ouais, pour les Bretons, il y a des problèmes d'érosion en Bretagne. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je préférais pas dire de bêtises. Mais les taux d'érosion sont beaucoup moins marqués que ce qu'on peut observer en Nouvelle-Aquitaine ou sur la zone du delta du Rhône. Donc on est sur des érosions un peu moins marquées au niveau des littoraux sableux notamment. pour être complet et peut-être pour se dire où trouver des données par rapport à ça, pour ceux que cela intéresse de regarder ça dans le détail. Donc il y a ces fameux grès comme Ad Climatera, vous l'avez présenté un peu, il en existe un peu partout en France, il en existe au niveau PACA, enfin Méditerranée peut-être, et il Oui, en existe alors au niveau peut-être, Bretagne aussi, oui, alors plus que ces Normandie, bien groupements sûr. scientifiques, je conseille plutôt de contacter euh, les observatoires régionaux. Donc chaque région maintenant est structurée en observatoire du trait de côte, du littoral. Et donc ces observatoires, donc moi je fais partie par exemple de l'observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, qui est co-géré, en fait, qui est co-animé par l'ONF et le BRGM, mais les universitaires sont complètement impliqués dans ce dispositif. On y met toutes nos données, et donc ces données sont disponibles publiquement. Il y a également euh, accès à des vidéos de vulgarisation scientifique. Et il y a des liens sur les différents portails où les données vont être collectées. Vous avez également le réseau national des observatoires du Trécoq, qui est le réseau de ces observatoires régionaux, qui peut mettre à disposition ces données. On a parlé à l'instant plutôt et clairement de France métropolitaine. Est-ce que il y a sur les territoires ultramarins, les situations sont également très contrastées? Est-ce qu'il y a des territoires qui sont particulièrement vulnérables à ce phénomène d'érosion? Oui, alors, au-delà de l'érosion, c'est le problème de la disparition de certains atolls, puisque ce sont des zones extrêmement basses. On a également souvent des plages qui peuvent être assez étroites et donc qui sont particulièrement vulnérables à l'élévation du niveau marin, et qui peuvent donc disparaître. Il y a des cas en Nouvelle-Calédonie notamment. Donc oui, il y a des problèmes en territoire ultramarin, alors en particulier au niveau d'atoll. La difficulté, c'est qu'en fait, quand on laisse un atoll complètement naturel, vous avez érosion de cette barrière de corail, ce qui va créer du sédiment qui va nourrir votre barrière et votre île derrière. Euh, le souci qu'il peut y avoir, alors, c'est pas trop le cas chez nous, mais peut-être plutôt dans des environnements comme les Maldives, ça met vraiment en péril la survie naturelle de ces atolls et de ces îles. Donc, il faut faire très attention aussi sur ces environnements, à là où on peut relaisser de la place à la nature pour qu'elle s'adapte elle-même à l'élévation du niveau marin. Alors, il nous reste quelques minutes. On va plutôt basculer maintenant sur l'aspect solution d'adaptation par rapport à tous ces problèmes. Une question, comment les pouvoirs publics s'emparent-ils de ces modèles, de ces données? Peut-être pourriez-vous le répondre à travers une étude de cas que vous connaissez bien. C'est la ville de Lacanau qui a quand même mis en place des infrastructures. Sur quelle base scientifique? Est-ce que ça répond plutôt bien à ce que disent les modèles? Enfin, quel regard portez-vous là-dessus en tant que scientifique? Alors, par rapport à ce que disent les modèles, nos modèles disent une chose, disent le trait de côte va évoluer dans cette direction et il va se passer ça. Euh, Évidemment, quand on construit un ouvrage, l'évolution du trait de côte, c'est qu'une partie de l'histoire. Il faut également avoir une acceptation citoyenne de la solution. Il faut bien voir que Lacanau est l'une des rares villes sur le secteur qui offre une vue sur la mer avec un parking. Il y a beaucoup de gens qui veulent continuer d'avoir Lacanau et Lacanau jouit d'une certaine popularité grâce à ça. Donc c'est une décision politique qui croise le pour et le contre de différents facteurs. Et donc le choix est d'aller vers un ouvrage en dur. C'est un choix qui se respecte si on veut notamment mettre la priorité sur cette vue sur la mer et cet accès direct aux plages. Alors, évidemment, ça engendre le fait que à terme, et c'est déjà un peu le cas à certains moments de l'année, on peut avoir la plage en face de l'ouvrage qui disparaît, hein, parce que la plage ne peut plus bouger dans les terres. À terme, alors on ne sait pas encore trop quand, et ça peut également
accélérer l'érosion au sud de la ville. Mais on ne sait pas encore trop quand, il y a énormément d'incertitudes là-dessus. Donc le choix, il est tout à fait justifié. Et en effet, il est justifié si à côté, il y a cet objectif de discuter et d'anticiper sur potentiellement une recomposition territoriale, hein, des activités, parce que voilà, ça recule à 1 mètre par an, voire un peu plus. On va avoir l'élévation au niveau marin. Ça veut dire que le trait de côte d'ici 2100, il aura reculé de plus de 100 mètres. Donc on voit très très bien que l'ouvrage des premières lignes de maison, le parc, ça va devenir une presqu'île. Et donc évidemment, ce sera plus vraiment jouable, ou en tout cas, ce sera assez bizarre sur le paysage. Donc c'est pour ça que ce qui est bien sur le cas de la Cano, c'est d'anticiper et de voir cette question de l'adaptation sur plusieurs temporalités, quoi. Je rebondis sur la question de Sylvie qui vous demande, ne serait-il pas raisonnable de ne pas construire à moins d'un certain nombre de mètres du trait de côte? Est-ce que vous observez une évolution dans les règles d'urbanisme? Et à cette question, j'en associe une autre, hein, le rôle du conservatoire du littoral, justement. Est-ce qu'il intervient? Comment il intervient? Est-ce qu'il pèse sur ces questions-là? Euh, oui, alors le conservateur du littoral, il intervient, il rachète des terrains, alors comme il peut, hein, mais dès que c'est possible, hein, l'État arrive à racheter des terrains. C'est notamment le cas au Pays Basque, sur la fameuse route de la Corniche. Donc il y a plein de zones comme ça. Et puis c'est le cas également dans le sud-ouest de la France, en Méditerranée, etc. Donc le conservatoire du littoral continue d'acheter des terrains, mais c'est un processus très lent, hein, donc, et progressif. Donc il y a un rôle à jouer, notamment sur les secteurs en érosion. La première partie de la question, c'était est-ce que on ne devrait pas interdire. C'est ça, de construire. Et voilà, il y a la loi climat résilience aussi, hein, maintenant qui est passée, qui est un petit peu plus restrictive. Mais oui, euh, alors déjà, même sur les côtes, on va dire rocheuses, c'est quand même fortement conseillé de construire loin parce que les falaises s'érodent et à différentes vitesses évidemment, mais on sait très bien que ça va. On a des maisons qui vont disparaître à terme, mais d'autant plus sur les côtes meubles, les côtes sédimentaires qui sont extrêmement dynamiques. Je vous ai montré des évolutions qui sont de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sur les zones adjacentes aux embouchures en Nouvelle-Aquitaine. C'est le cas au niveau des zones, de certaines zones au niveau du delta du Rhône. Donc on est vraiment sur des zones dont on sait qu'elles bougent, dont on sait qu'elles sont adjacentes à des embouchures, à des ports. Là, il faut absolument éviter de construire plus. Ça, c'est une certitude. Et partout où c'est possible, là où il y aura du repli, d'essayer de renaturer, remettre de la place à la nature, parce que finalement, la nature, elle s'est toujours très très bien adaptée aux tempêtes et à l'élévation du niveau marin. On va peut-être examiner un dernier point. Enfin, c'est ce que nous vous proposons, Bruno, avec deux questions. L'une posée tout à l'heure sur la question de prendre du sable quelque part pour recharger un autre endroit. Et là, je vois une question, si on préserve une zone au risque d'en détériorer une autre, est-ce que finalement tout ça, c'est pas de ce qu'on appelle la maladaptation? Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce que cette idée qui a été mise en avant par le dernier rapport du GIEC notamment? Alors, dans certains cas, ça peut être considéré comme de la maladaptation à partir du moment où vous prenez du sable dans le système et vous le remettez dans le même système au même endroit. Parce que finalement, vous fonctionnez à volume constant et la nature ayant horreur du vide, là où vous avez fait le trou, en gros, le sable va revenir et puis bon, la solution, elle n'est pas durable. Alors, elle n'est pas durable, elle est quand même réalisée, hein, mais c'est généralement, quand on prend le sable dans le même système, c'est plutôt fait pour pallier au plus pressé, pour limiter au maximum euh, voilà, l'attaque de la dune. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le sud-ouest, au sud de Soulac ou à Biscarrosse, parfois à Lacano. C'est-à-dire, on va prendre un peu de sable sur la plage au nord et puis on va le mettre en bas de la dune pour éviter qu'elle s'érode trop, ou en bas d'ouvrage pour éviter qu'il soit trop abîmé. C'est pas hyper efficace, mais c'est un petit peu efficace. Par contre, c'est pas du tout une solution long terme. Là où le rechargement alors, je ne sais pas si on doit parler de maladaptation, mais en tout cas, on est sur de la maladaptation long terme, si vous voulez. Mais le rechargement de plage, ça peut être de la très bonne adaptation long terme, hein. Quand je parlais du cas des Hollandais, ils ont des sources de sable, ils font des rechargements de plusieurs millions de mètres cubes.
Ils ont des dunes qui grandissent, ils ont un trait de côte qui avance. Ça marche, c'est très efficace, c'est de la très bonne adaptation. Le problème, c'est qu'il y a une très grande inégalité territoriale, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, en gros l'immense majorité des territoires dans le monde, où on n'a pas accès à ce sable. Les Hollandais, ils pompent le sable à quelques kilomètres au large, ça ne fait pas partie du système. Donc en fait, ils prennent du sable qui sert entre guillemets à rien et ils peuvent le mettre sur leur système et le faire grossir. Eh bien, il est 18 heures. Bruno, merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour ces échanges, pour vos réponses. Je vois encore quelques questions qui arrivent, mais on va devoir voilà, finir ce direct et ce webinaire. Bon, je rappelle qu'il a été enregistré, il sera mis en ligne dès demain. Avant de nous quitter, je souhaitais vous informer du prochain rendez-vous. Ce sera le 19 novembre de 17 heures à 18 heures. Et nous accueillerons le géographe Éric Foulquier qui travaille à l'Université de Bretagne occidentale. Et ce sera sur le thème de la transition écologique du transport maritime. Là aussi, un très beau sujet. Euh, et nous espérons que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Bruno, merci encore pour vos contributions à ce MOOC. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.